Bon, c'est sympa que vous soyez venu, la rumeur, Amé et Koué, et c'est sympa que vous soyez venu vous aussi. Mehdi et Philippe, là aussi, qui sont là. Voilà. Donc vous voyez des retours, mais ils vont pas faire de musique cette fois. Vous êtes déjà venu 2 fois au Rond-Point. C'était en 2015. Ça s'appelait La rumeur bloque le Rond-Point. Ça l'a fait? Vous avez bloqué le Rond-Point? Ouais. Ouais, la salle a été pleine. Déjà, bonjour, hein, merci d'être venus aussi nombreux et d'avoir répondu à cette invitation. Donc, ouais, la salle, elle était bien pleine et c'était vraiment un moment à part, en tout cas dans notre carrière et dans les nombreux concerts qu'on a fait sur Paris. Pour nous, le Rond-Point, c'était un moment important, ce premier concert, le deuxième aussi, parce que on a eu un public très mélangé, un peu de votre public, un peu du nôtre, un peu de nouveau public. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a eu envie de consacrer la troisième édition du festival Nos disques sont rayés, dans laquelle nous nous trouvons inclus tous en ce moment, sur le thème de la périphérie. Et donc c'était évident qu'on allait se revoir. On s'est vu il y a une année, on a un peu discuté chez vous, et vous m'avez dit OK. Mais après, il fallait savoir ce qu'on allait faire ensemble. On a eu plusieurs idées. Et finalement, vous avez accepté de faire une chose que je crois que vous n'avez pas fait souvent, c'est revenir sur l'histoire de la rumeur en focalisant, puisque nous sommes dans une soirée dédiée à nos relations avec la police. Cette séance est suivie par une autre séance qui est une carte blanche à Amnesty International qui abordera la question. Que vous nous racontiez ce fameux procès qui vous a mûri, on va dire ça. Mais j'aimerais bien avant peut-être... Toi, Ekwe, tu nous racontes un petit peu la naissance du groupe, qui vous étiez avant que cette affaire vous tombe dessus. Je ne sais pas si c'est exact, mais est-ce qu'on peut vous décrire comme un groupe hip-hop underground hardcore? C'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, déjà, déjà, on a répondu à ton invitation, Jean-Daniel, parce que voilà, depuis un certain nombre de temps, 2015, on parle assez régulièrement. Tu passes nous voir au bureau. Et c'est souvent des échanges qui sont riches et nourris. Et c'était l'occasion d'en faire profiter notre public. Ça, c'est un premier point. Ensuite, le deuxième, c'est comment est née la rumeur. La rumeur, c'est un groupe qui ne s'appelait pas la rumeur avant, qui a commencé quand on avait à peu près une quinzaine d'années. Donc c'était Philippe, ici présent, Morad, et moi, et notre ancien manager qui s'appelait Stéphane. On avait un groupe qui s'appelait Ultime Coalition. À l'époque, c'était vraiment un groupe de quartier. Où nos ambitions ne dépassaient pas le quartier de la Ville-Parc dans lequel j'ai passé mon enfance, et celui des Friches. Voilà. Je me souviens qu'on avait une anecdote qui est assez... en tout cas, qui nous a suivis, qui nous suit encore durant tout notre parcours. C'est qu'on cherchait une salle, au fait, pour répéter. Et la mairie, on avait monté des dossiers à la mairie de Morpaix et à la mairie d'Elancourt. Et ils nous avaient donné comment dirais-je, un créneau tous les mercredis dans une salle, une petite salle où les ouvriers stockaient leur matériel, au fait. Voilà, de la peinture. Et donc on avait acheté une petite boîte à rythme, et souvent il y avait de l'électricité une fois sur deux, et l'eau est tombée sur la boîte à rythme. Ça a été un fait marquant. Et puis après, on a rencontré une personne qui s'appelle Franck, qui était responsable de la maison de quartier aux Friches, le quartier de Philippe, et qui était quelqu'un, en tout cas, la première personne vraiment qui a compté dans notre parcours, parce que d'une, il nous a fait confiance, et deux, il a fermé les yeux sur un certain nombre de choses. Et on était parti le voir, il nous avait donné les clés d'une salle qui était une annexe, au fait, au collège, au lycée des Sept-Mars. C'est le lycée d'Elancourt, et qui était un tout petit peu excentré, qui était en plein cœur de tous les quartiers. Et c'est là qu'on a commencé à avoir notre premier ghetto blaster,
Et on a commencé à écrire notre premier texte et à rapper, et à rapper, et à rapper. Voilà. Après, on avait fait quelques scènes locales, notamment dans le 78, et c'est par ce biais-là qu'on a rencontré Mehdi et Gérald, qui étaient nos premiers DJ, qui avaient déjà une existence, notamment dans les circuits DMC. C'était le DMC, c'est oui, j'allais te demander que tu nous dises ce que c'est que le DMC. C'est une sorte de, c'est la chapelle de tous les DJ au fait. C'est voilà, où il y a les DJ DMC, c'est le label des DJ au fait, des DJ hip-hop. Donc avec des soirées sur Paris, avec des concours de scratch, voilà, avec des réseaux de disquaires et tout. Et donc DJ Koulem et DJ Soulji, de leur Koulem, donc Koul Mehdi, Soulji, Soul Gérald. Donc c'était des prénoms c'était des noms qui n'étaient pas très élaborés, mais ça faisait voilà, c'était old school quoi. Et voilà, on était partis les voir, on leur avait présenté nos maquettes. Ils n'avaient pas trop kiffé à l'époque et ils nous avaient dit revenez nous voir un peu quand vous serez un petit peu plus au point. Donc on avait fait des scènes locales dans le 78 notamment. Et c'est là qu'on avait commencé à être très en contact avec la première scène, on va dire, de l'ouest de Paris. Il y avait Lunatic à l'époque, le groupe de Booba et de Ali. Il y avait les Sages Poètes de la rue. Il y avait nous, il y avait l'Est du Neuf. Donc c'était à peu près la scène, on va dire, du côté faste un peu de la banlieue, parce qu'on va pas se raconter d'histoire. Le 78, c'est pas le 93, c'est pas le 94, c'est Versailles, c'est Rambouillet, mais c'est aussi Trappes, Mantes-la-Jolie, les Mureaux, Elancourt, voilà. Donc il y a, on n'a pas grandi dans des tours HLM de 18 000 étages, mais par contre, voilà, on est né un peu dans cette espèce d'entre-deux, dans cette synthèse en tout cas, qu'on s'est forcé en tout cas de créer à terme dans le cadre de nos productions. Après, il y a eu, voilà, on a commencé un peu à se professionnaliser, on a repris contact avec Mehdi et Gérald, et on a fait on a commencé à se faire un nom dans le coin, sous notre première appellation, Ultime Coalition. C'est dans ce cadre-là que moi je rencontre Amé. Ultime Coalition, c'était déjà underground hardcore. De toute façon, avec underground de fait, parce que je veux dire, notre musique, elle n'avait pas vocation à toucher le plus grand nombre, et de toute façon, on n'avait pas les moyens. Et hardcore, ouais, c'est le rap qu'on aimait le mieux. Je veux dire, nous, les groupes qui nous ont enfantés, c'est des groupes comme Public Enemy, NWA, Rakim, Two Live Crew. Voilà, c'était quand tu mettais les cassettes de Two Live Crew chez toi, il fallait pas que tes parents soient derrière, parce que c'était voilà, c'était n'importe quoi, tu vois. Et donc voilà, nous on était voilà dans le rap qui montrait ses muscles. On n'aimait pas le rap gentil au fait. Alors quand on écoutait du rap avec Philippe, nous c'était du rap, fallait que ça cogne. Parce que quand c'était trop gentil, de la soul, tu vois, tout ça, c'était pas trop notre délire. Donc voilà. Ensuite, dans ce cadre-là, je rencontre un mec qui monte sur Perpignan, qui avait un fanzine qui s'appelle De l'encre, qui, par ailleurs, on discutera plus tard, est l'objet de notre première expérience cinématographique. Et voilà, et lui, c'était un b-boy. Ce qu'on appelle un b-boy, c'est un mec qui était un aficionados de la culture hip-hop, qui traînait dans les réseaux de disquaires, qui était dans des concerts underground. Voilà, avec ce fameux concert. Et toi, tu faisais pas de musique ni de hip-hop de ton côté ? Moi, j'étais un solitaire. T'es resté un peu quand même, non ? Oui, tout à fait. Et j'écrivais dans mon coin. J'avais une pile de textes. Et je crois que la première personne à qui je les ai rappés à Paris, c'est cet individu. Et voilà. Et puis ça n'a pas fait l'objet d'une réflexion très longue. C'était dans sa petite chambre de bonne du 18e en 94, tournant 94-95. Et puis la rumeur est arrivée très vite après ça. C'est de là qu'est née la rumeur en fait. C'est l'acte fondateur. On s'est dit à un moment. Bon, déjà il y a eu un épisode avant, c'est que moi j'avais travaillé avec un groupe qui s'appelle Assassin. C'est il y avait 3 groupes phares, on va dire, dans les années 90, 95, NTM. Donc voilà, Joey et Cool Chain, IAM et Assassin, Solo et Squat. Donc il s'avère que Assassin, moi c'était un groupe que j'aimais vraiment bien au début, parce qu'ils avaient sorti un maxi qui s'appelle Note mon nom sur ta liste à l'époque, qui était vraiment le maxi
vous étiez arrivé avec le son très, très, très opérationnel, avec les sonorités vraiment qui concurrençaient les meilleures productions américaines, avec le flow, une façon de rapper. Il avait un texte qui s'appelait « Esclave de votre société », où il avait cette fameuse phrase où il disait non, c'est dans « Je glisse ». La justice nique sa mère. Le dernier juge que j'ai vu avait plus de vices que le dealer de ma rue. Voilà, donc c'était, on n'entendait pas ça. Nous, à l'époque, je veux dire, c'était quoi la télé? Il y avait les chansons de dessins animés. Après, il y avait la variété française. Et pour nous représenter, il n'y avait pas grand-chose. Donc, quand on a vu finalement ces types arriver qui commençaient à parler, à nous raconter nous, direct, voilà, il y a eu ce phénomène d'adhésion qui était clair. Donc, moi, je les ai rencontrés. Je passais mon bac à l'époque. Je rencontre Rocking Squat à la Fnac de Montparnasse. Il me dit ouais, voilà. Je dis bonjour. J'étais fan, hein, voilà. Et on fait un freestyle sur le retour. Je rappe, il rappe. Et après, voilà, on se laisse. Je lui laisse mon numéro de téléphone au cas où. Et le jour de mon bac, il y a ma cousine Yasmine qui me tend le téléphone, qui me dit tiens, écoute, c'est Squat au téléphone. Je dis Squat assassin. On me dit ouais, c'est Squat. Donc je prends le téléphone et il me dit bah écoute, passe nous voir. J'ai bien aimé ce que tu as fait. Et on se voit dans ses studios à Malakoff. On se voit dans ses studios à Malakoff. On enregistre 2 morceaux le soir même. Un mois plus tard, on était à Los Angeles. Pour moi, enregistré dans les studios de Snoop Doggy Dogg et de Dr. Dre à l'époque. Comme j'avais dans le livre qu'on a écrit, j'avais une anecdote. Moi, je croise un ami à moi, vietnamien, à la gare de la Verrière, avec ma valise. Il me dit tu vas où? Et quoi? Je dis tu vas sur Paris? Je dis non, je vais à Los Angeles. Il me dit ouais, c'est ça. Prends-moi pour un con. Pardon. Et je lui sors mon billet. Et là, le mec, il hallucine. Donc voilà. Après, il y a eu voilà, Assassin, ils font un album, premier album disque d'or en indépendant, avec des moyens déployés énormes. On était dans des villas incroyables, avec des 4x4 de fou. Moi, je sortais de ma banlieue. Pour moi, tout ça, c'était comme si tu m'amenais. Enfin, je sais pas, j'y comprenais rien en fait. Même le fait d'atterrir à Los Angeles, je dis attends, mais je suis dans quel monde? Moi, c'était Elancourt. Voilà. Et donc, à Los Angeles, ça fait quand même. Voilà, c'est le chemin, il est long, quoi. Et donc, ils font un album qui marche très bien, qui vend énormément. Moi, je suis positionné sur un clip qui est un gros single à l'époque, qui passait énormément sur M6, s'appelait L'Odyssée sur son cours, qui marchait aussi très bien, mais je ne m'y retrouvais pas au fait. Voilà, j'avais l'impression que j'étais trop éloigné du quartier, trop éloigné de mes potes, trop éloigné de ma réalité. Et c'est dans ce contexte-là, quelque part, que je vais dire, on se ressoude avec Philippe et Mourad et Mehdi et Gérald. Parce qu'ils voulaient m'imposer aussi, ils voulaient me faire signer en major sur des musiques à eux que j'aimais pas vraiment. Donc voilà, je suis retourné aux racines. Mehdi, Gérald, Philippe, Mourad, et là dans ce contexte-là, on rencontre Amé. Et tout ce que tu viens de dire est très important. Finalement, résonne avec ce que vous allez raconter ce soir sur le procès finalement. Et c'est là qu'est née la rumeur en fait. C'est quand on s'était dit bon vas-y, on rompt avec Assassin, on tue le père. Voilà, les anciens, c'est pas ceux forcément qu'on croit. Voilà, nous on va incarner quelque chose d'autre, on crée une ligne de rupture et on a créé la rumeur et voilà, c'est ça l'histoire. Donc en fait, on va dire que la rumeur a une première, avant que cette histoire de procès démarre, vous avez combien de temps en tant que groupe de la rumeur? Vous vivez c'est à la sortie finalement de votre premier album que ça se déclenche? Déjà très tôt, on avait compris un truc. C'est que notre premier disque, on pose avec un vinyle et on montre pas notre tête. Donc, ça s'appelle Le Poison d'Avril. Ensuite, c'était les EP de 5 titres. Ensuite, il y a celui de Hamé qui s'appelle Le Franc-Tireur et celui de Philippe et Mourad s'appelait Le Parier et le Bavard. Et en gros, on voulait pas cultiver l'image. On n'avait pas spécialement envie qu'on voit nos têtes à la télé. On n'avait pas envie à l'époque, quand j'avais sorti mon premier volet, il y avait un morceau qui avait été un hit à l'époque dans l'underground qui s'appelait Blessé dans mon ego. Il m'avait proposé Nulle part ailleurs. J'avais refusé, par exemple. C'est ça que vous appelez la contre-culture assumée? Exactement. Ça revient à ton point de départ. C'est que le rap, nous, alors de façon peut-être un peu orthodoxe, il avait vocation vraiment à être préservé. Voilà. Nous, notre truc, c'était que voilà, c'était pas je veux faire partie de la variété. C'était nique la variété. On n'a rien à voir avec vous et vous avez rien à voir avec nous. On va pas dans votre monde, ne rentrez pas dans le nôtre. Voilà. Parce Mais pourquoi vous réagissiez comme ça? Parce qu'on était comme ça, c'est tout. Il n'y avait pas forcément d'explication rationnelle.
C'est que tout Vous ne vouliez simplement... pas être des stars. Non, on voulait pas être des stars et on n'avait pas envie quelque part de faire des concessions pour passer dans le monde d'en face. Voilà. C'est ça que je vise, quoi. Donc il y a deux mondes, hein. C'est ça. Ouais. En tout cas, c'était notre grille de lecture de départ, et encore une fois qui était nourrie aussi par tout un environnement où il y avait un underground qui était constitué à l'époque. On faisait référence à des fanzines comme Get Busy, qui avaient, en gros écrit sur leur, en première page, interdit aux bâtards. Tu avais des t-shirts de Colt fuck RATP où les mecs ils arrivaient, ils massacraient le métro. Et les mecs, ils comprenaient pas ce que c'était le tag. En fait, il y avait rien à comprendre. C'est juste qu'on avait envie de mettre nos noms sur les murs et ça empêchait pas le métro de rouler. Voilà. Les gens, ils étaient là, mais qu'est-ce que c'est ? C'est du vandalisme ? Oui, c'est du vandalisme, bien sûr. Voilà. Alors, il y avait cette espèce c'était de la provocation de fait. On cherchait pas à justifier et c'était un peu à prendre ou à laisser. Donc, on était un peu les porte-voix, en tout cas, de cet état d'esprit-là. Et il y a pas mal de gens qui ont reconnu ça. De toute façon, oui, c'était déjà les premiers gens à l'avoir reconnu, c'était déjà notre quartier, notre public, et puis plus largement, les gens qui considéraient que le rap, c'était encore une musique, qui dérangeait, si je puis dire. Après, pour les bonnes ou les mauvaises raisons, chacun peut se faire son avis, mais nous, l'idée de provocation et l'idée de quelque part de ne pas être dans un format, de ne pas rentrer dans des radios et de se faire de l'argent comme on se fait de l'argent dans la rue, ça nous plaisait à la base. Donc, voilà, c'était comme ça. Nos vinyles de Hamé, de Philippe et moi-même, on les prenait comme ça sous les bras. On allait les vendre dans les magasins de disques. On les vendait en un week-end. Il y en a 500 qui partent. T'en represses et ainsi de suite. On était vraiment dans ce rapport-là, quoi. C'était après pour le caractère underground. Et maintenant après pour le caractère hardcore, évidemment, on n'épargnait pas les radios, on n'épargnait pas la police, on n'épargnait pas, toutes les institutions. Et c'est clair qu'on n'était pas prêt pour passer sur Énergie ou sur Skyrock. Voilà, mais on était bien comme ça. Voilà, c'était ça les fondamentaux au fait de la rumeur. Et vous aviez quel âge à l'époque ? Même pas 20 ans, on avait 19 ans, on sortait à peine du bac. On était à 10 dans ma chambre de bonne à fumer des joints et puis le week-end quand nos premiers concerts en Suisse on ramenait tout le quartier. Les gens ne comprenaient pas, on disait il y a des filles de banquières, tu vois ce que je veux dire, on était vraiment dans notre trip et on a vraiment bien c'était vraiment une bonne, il y avait, si vous voulez, on n'était pas on n'était pas les mains dans les pires travers des quartiers. À la base, on était plutôt des galériens, nous. C'est-à-dire qu'il y avait des gens de notre entourage qui avaient les mains dans les stupes et qui vivotaient de ça. Nous, on était plus à rester sur un banc, à se raconter des histoires, souvent fausses, et à cracher par terre et à écrire. On était ce qu'on appelle des galériens. Mais la galère, finalement, c'est quelque chose qui... tu t'inventes des histoires, au fait. C'est ce que racontait Kader hier soir. Il avait raison, Kader Aoun, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup par ailleurs. Et on se racontait des histoires, et puis une fois qu'on les a couchées sur papier, la première fois que le quartier était venu nous voir en concert, c'était assez... la première, on rappait un peu le dos tourné parce qu'on avait peur qu'ils se foutent de notre gueule. Donc, Alors, on va rentrer dans le vif du sujet peut-être. Amé, vous avez vu le film avec les collégiens qui s'expriment sur leur relation avec la police. En fait, ils sont là, la classe entière est là. C'est le collège Nicolas Copernic de Montmagny. Ils sont venus avec leur professeur Christophe Angebault. Et en fait, je ne suis pas sûr qu'ils vous connaissent comme groupe. Et qui connaissent votre trajet, disons, ce trajet héroïque qui vous a été imposé, on va dire, judiciairement par, on va dire, le nom Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur, puis quand il était président de la République. Alors, est-ce que tu pourrais raconter, en prenant les préfaces qui te semblent nécessaires, mais de manière assez précise, je crois que tu as encore le... Voilà, est-ce que tu pourrais, même pour ceux qui ne sont pas au courant, pour que ça soit quelque chose d'assez clair, s'il te plaît. Bonsoir, et merci d'être venus si nombreux. Alors succinctement, dans l'ordre chronologique, c'est un procès qui a duré
près de 10 ans. Nos ennuis judiciaires ont duré près de 10 ans. Il y a le ministère de l'Intérieur, comme tu l'as souligné, mais ce n'est pas le seul de nos censeurs. Mais en fait, tout est parti de là, un simple petit magazine qui s'appelle La Rumeur Magazine. Quand on sort notre premier album en 2002, on dit aux gens du marketing chez EMI, on était dans une major à l'époque, plutôt que de casquer 10 ou 15 000 balles dans des publicités à la radio ou dans la presse, on va créer un média. Et donc l'ensemble de La Rumeur, avec quelques petites personnes qui gravitaient autour de nous, on va tous essayer à l'exercice journalistique. Et puis l'un écrit des chroniques de films, de livres, un autre fait des interviews, et d'autres des articles. Voilà. Et non, c'est un sommaire assez éclectique. Donc il y a des chroniques, il y a des articles, il y a des interviews, il y a du sport, il y a de la politique. Il y a tout ce qu'on aime. Et donc bon, les chroniques, les interviews, ça ne fait pas problème. Et ce magazine est donc distribué gratuitement. Quand on achète le disque, on a le magazine. On l'avait pressé à peu près à 20 000 exemplaires à peu près. Et au bout de 15 jours d'exploitation du disque, on apprend donc que la radio Skyrock exige le retrait du magazine. Elle fait pression sur la maison de disques. La maison de disques s'exécute. Elle ne veut surtout pas se froisser avec le promoteur numéro 1 du rap à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, mais en tous les cas à l'époque, une major n'imaginait pas le plan marketing d'un artiste hip-hop sans Skyrock. C'était avant de nous connaître. Et donc ce magazine, tout simplement, il restait environ 15 000 exemplaires en stock chez les disquaires, les FNAC, les réseaux de distribution habituels. Donc, les 15 000 exemplaires sont rapatriés et simplement brûlés. Voilà. Parce que Skyrock l'a exigé. Et non seulement on a réussi à sauver un carton. Et ça, c'est le dernier exemplaire que j'ai en ma possession. Donc c'est mon petit collector. Et non seulement ils ont la peau du magazine, mais en plus derrière, ils portent plainte contre Ekwe pour un article qui s'appelle « Ne sortez plus sur votre gilet pare-balles », qui est une sorte un peu de texte comme ça au couteau, une sorte de pamphlet sur l'état de décomposition et l'OPA réalisé par Skyrock à l'époque. On est en 2001-2002, hein, il y a 15 ans. Ils portent plainte pour appel au meurtre, en fait. Donc, incitation à la haine et appel au meurtre. Non, appel au meurtre, c'était... donc ça, c'est la... C'était sur des phrases précises tu les as là? Il se trouve qu'il y a eu une conjonction de certain nombre de choses. C'est que aujourd'hui on peut en parler tout à fait librement. Il y a une fusillade près de Skyrock où il y a un malheureux videur qui a été blessé et ils ont essayé de nous imputer quelque part cette fusillade. En inquiétant des gens de notre entourage. On n'avait évidemment ni à voir de loin ou de près dans cette histoire. Il s'avère que c'est un mec qui sortait d'un hôpital psychiatrique qui était descendu là-bas et qui avait tiré et qui avait blessé un videur. Moi, je suis convoqué à la PJ dans le 13e. Skyrock me colle au dos une plainte pour appel au meurtre et en mettant quelque part cet article-là. C'est parce qu'il y a un revolver en illustration. Non, mais c'est parce que le texte il était explicite. Voilà, en fait, il y a un logo Skyrock qu'on reconnaît peut-être pas, mais il y a un logo Skyrock avec des impacts de balles. Et c'est une iconographie qui est hyper banale dans le rap. Les impacts de balles, rappés à balles réelles, etc. La métaphore est filée, surfilée depuis 30 ans dans le rap. Bon, ils font semblant de découvrir ça, mais en tous les cas, ils veulent qu'on se taise. Voilà. Et d'ailleurs, par rapport à quand je me retrouve pour le coup, j'étais nominativement attaqué par rapport à cette affaire. Après, mais pour être beaucoup plus facilement commenter la sienne, qui nous concernait tous, les flics... Parce qu'en fait, il y a eu deux affaires. Donc, là, on parle d'une affaire qui a fait pchit, hein, c'est clair. Hein. Disons que oui, les flics qui sont tombés devant cet article, ils ont rigolé. Dès là, c'est leur premier réflexe. Ils ont dit, attends, ils vous envoient quand même pas au tribunal pour ça.
Je veux dire, on a quand même autre chose à foutre et des affaires un peu plus sérieuses. Et effectivement, l'affaire, elle a appelé cheat et on a bien rigolé sur leur tête et on l'a fait savoir à tout le monde. Après, la suite, Amé, il vous l'expliquera. C'est moins drôle. C'était plus sérieux. Et donc très vite, en fait, en même temps, tout ça a été déposé en même temps. On a été auditionnés le même jour, tous les deux, au même commissariat, face au même OPJ, et qui, j'allais dire, c'était plutôt un brave type, le mec. Il se désolait, voilà, de la proportion. Qu'est-ce que tu vas attaquer ça, quoi? Qu'est-ce que tu vas attaquer ça? Deux gamins de 25 ans, voilà, qui font de la musique, qui ont plutôt une démarche créative. On a le droit d'être d'accord ou pas avec ce qu'ils disent. Voilà. Donc, on était face à un type plutôt intelligent et mesuré. Et donc, voilà, donc là où il y a un hic, c'est sur l'article, donc la plainte qui me vise. L'article que tu as écrit, toi. Elles sont liées. Hein. On a appris par ailleurs que c'est la radio Skyrock qui porte, comment dirais-je, le syndicat de police qui fait remonter le magazine au ministère de l'Intérieur. Il a connaissance de ce magazine grâce ou à cause de la radio Skyrock. Et le ministre à l'époque était un type qui, je ne sais pas si ça dit quelque chose à tout le monde, Nicolas Sarkozy. Voilà. Et j'en ai épuisé 4. Il y a eu Nicolas Sarkozy, il y a eu Dominique de Villepin, il y a encore eu Nicolas Sarkozy, il y a eu Michel Allemarie, donc ouais, 3. Donc 4 mandats successifs au ministère de l'Intérieur. Et donc, ce qui est visé clairement, cet article, donc c'est un article qui est aussi une sorte de pamphlet, voilà, auquel j'avais essayé à l'époque d'apporter du soin et un certain nombre de références. Donc c'est un article de 3-4 pages, de 4 pages, qui s'appelle « Insécurité sous la plume d'un barbare ». Et c'est une réaction au contexte. Alors peut-être pour les plus âgés d'entre vous, ça va vous dire quelque chose, mais c'est le contexte post-21 avril, pré- et post-21 avril 2002, et la campagne sécuritaire autour précisément de l'insécurité, et qui tendait, si vous voulez, grosso modo, à dessiner les contours de l'ennemi de l'intérieur, donc plutôt jeune, plutôt basané, plutôt pauvre et plutôt vivant dans les quartiers. Et donc il y avait comme ça une espèce de charge H24 tous les jours, et les candidats à l'élection présidentielle rivalisaient d'inventivité. Donc c'était tantôt les sauvageons, les racailles, avant Sarkozy. En fait, c'était quand le Front National commençait à devenir un peu inquiétant pour les autres partis, ils reprenaient un peu leur... ou même pas, tu penses que c'est autre chose? Exactement, on était encore... c'était la fin de la cohabitation et du gouvernement Jospin, et on s'acheminait tout doucement vers la décennie UMP. Et donc voilà, il y a une plainte. En 2003, elle est instruite. En 2004, procès... Attends, avant que tu racontes ça, ça serait pas mal que tu lises les extraits incriminés. Bon, il y en a un en particulier et que tu nous qui a posé... un peu ce que tu avais en tête. Il y en a un en particulier qui pose problème. Les deux autres sont presque anecdotiques, mais il y en a un qui pose problème. Voilà, il est là. Donc voilà ce qui est attaqué et ce qui nous a valu 10 ans et 5 jugements. Les rapports du ministère de l'Intérieur ne feront jamais état des centaines de nos frères abattus par les forces de police sans qu'aucun des assassins n'ait été inquiété. Voilà, donc c'est 3 lignes. Et on peut dire que, toute proportion gardée, je ne sais pas si Warren est là, mais qui était dans le film, disait la même chose. Et certains des élèves du collège, donc ce n'est pas quelque chose qui sortait comme ça d'une invention poétique. Donc ça fait... Quand tu écris ça, quand tu dis des centaines, tu penses... Il y a un autre passage aussi qui est... Alors c'était encore mieux parce moi je m'étais régalé aux audiences pour justement revendiquer et signer et persister, parce que c'est en fait assez simple à se défendre. C'est des accusations qui étaient bêtes et méchantes, comme la censure d'ailleurs. C'était, la réalité... attendez, je ne sais pas où c'est. Voilà, C'était
La réalité est que vivre aujourd'hui dans nos quartiers, c'est avoir plus de chances de vivre des situations d'abandon économique, de fragilisation psychologique, de discrimination à l'embauche, de précarité du logement, d'humiliation policière régulière, d'instruction bâclée, d'expérience carcérale, d'absence d'horizon, de repli individualiste cadenassé, de tentation à la débrouille illicite. 3 petits points. C'est se rapprocher de la prison ou de la mort un peu plus vite que les autres. Vivre dans un quartier, c'est se rapprocher de la mort ou de la prison un petit peu plus vite que les autres. Bon. Ça, c'est attaqué. Donc, voilà, donc ça, c'est attaqué. Et puis, humiliation policière. À chaque fois qu'il y a le mot police, en fait, dans l'article, donc le type je sais pas, il a dû rentrer le texte dans un logiciel Word et il a fait une reconnaissance par mots-clés. Voilà, police, et puis... Voilà, donc c'est bête et quand la plainte tombe, c'est drôle, c'est un petit peu intimidant, c'est drôle, et en même temps, ça nous fait prendre conscience de notre force, paradoxalement. Donc là, vous avez 25 ans, c'est quand ça même, hein. Je me tiens juste permets juste de t'interrompre, auquel on faisait allusion tout à l'heure quand on a préparé cet entretien. Perquisition chez notre tourneur, ça c'était post, 98. Voilà, on avait fait un concert qui est assez mémorable. C'était une ville qui s'appelle Crépy-en-Valois. Voilà. Je crois que c'est dans le Nord. Vous étiez complètement parti en couille avec les keufs. Enfin, si tu te souviens, Philippe, c'était parti en sauce de vraiment, c'était n'importe quoi. Et ils étaient venus nous chercher direct. Ça, c'est les antécédents judiciaires du groupe. Quelques gardes à vue aussi à Roubaix aussi. Ouais, à Roubaix, à Sartrouville aussi, où là, c'était un... Ah, ils vous connaissaient alors. Pendant notre concert, les CRS interviennent. Mais à la base, on était là pour faire de la musique, au fait. C'est ça, voilà. Les flics, à un moment, on fait un concert à Crépy-en-Valois, et au premier rang, il y a des CRS. On leur dit, mais vous faites quoi, au fait ? C'est quoi ? Non, votre place, c'est derrière. Ou bien à la rigueur, c'est dans les ronds-points. C'est pas devant. Il va rien se passer devant. Non, mais on a reçu des instructions de la préfecture, machin et tout. Ils étaient en train de vous nasser, là, les gars. Ouais, donc forcément, voilà, nous, on est jeunes, c'est parti en sucette, et puis voilà. Donc, en fait, au moment où cette plainte tombe, vous avez dans les 25 ans, ou je me trompe, c'est ça ? On était plus jeunes. Encore plus jeune ? Ouais, on avait 23, 24, ouais, voilà. Ah, 24, c'est plus jeune à cet âge-là. C'était encore 2002. Ouais, 25. Alors, est-ce que tu peux faire un petit peu le calendrier de tout ce qui s'est passé juridiquement, après, pour qu'on puisse en parler plus largement ? Voilà, c'est... On va passer 8-10 ans ans ensemble. Ça commence par donc un procès en correctionnel à Paris. 5-6 heures d'audience parce que j'avais fait venir... on s'était bien amusé, on avait fait citer pas mal de témoins. Il y avait même un officier de police qui était venu témoigner en notre faveur. Un officier de police un peu spécial, j'en connais pas 10 comme lui. Très courageux et qui avait écrit un bouquin et c'est quelqu'un qui sait se désolidariser et abandonner l'esprit de corps quand il s'agit de couvrir des infamies, quoi. Donc c'est un policier très courageux. Puis il y avait 2 sociologues, un historien et puis des militants et des membres des familles de victimes de crimes policiers. Donc voilà, il s'agissait d'amener la démonstration, de faire la démonstration que c'était pas une lubie de notre part de parler de crimes policiers impunis et de centaines de frères depuis des décennies. Et vous étiez remonté jusqu'à 1961, les massacres aussi ? Ouais, on avait organisé la défense à partir d'un argument fort, c'est que la répression policière, elle s'exerce dans les quartiers de génération en génération. Et que chaque génération, parfois sans le savoir, hérite des violences qui ont eu lieu 10-15 ans. Donc nos grands-parents, nos parents ont connu les violences policières et racistes des années 60. Nos grands frères, celles des années 60-80. La nôtre, années 80-90. La génération de Zied et Bouna, les années 2000, etc. etc. Même au-delà, d'ailleurs, il y avait, je me permets de t'interrompre, ce que tu disais, il y avait Maurice Rachefus qui est venu témoigner à notre procès. C'est un vieux monsieur qui a été rescapé des camps. Alors son histoire, elle est incroyable. Je crois qu'Ahmed, tu peux à peu près la raconter. Il a échappé,
Il a échappé à une rafle à Paris. Pendant l'occupation. Il échappe à la rafle du Veldiv et c'est devenu un historien de la répression. Et donc c'est un des seuls historiens qui fait le lien entre la police sous l'occupation et la police de la période coloniale ou de la fin de la période coloniale. La police en Algérie française, c'est ça? Exactement, et aussi en métropole. Donc voilà, donc tout ce beau monde était convié à venir appuyer dans mon sens et en tout cas mettre en perspective des éclairages parce que l'idée c'était d'élargir à partir de ce petit article parce que derrière les discriminations, derrière les crimes policiers, les violences impunies, il y a certes d'abord au premier plan, il y a des officiers de police, mais des officiers de police qui reçoivent des ordres. Et puis derrière, il y a un monde. Et il y a des mécanismes, en ce moment aussi. Et il y a des mécanismes d'oppression et d'écrasement. Et la question des crimes policiers, c'est l'expression à son paroxysme de l'écrasement. À un moment donné, c'est des corps qu'on va écraser. Là, on décide que ces corps, que ces morts ne valent rien. Et derrière, c'est bien souvent des non-lieux ou des acquittements purs et simples. Voilà, donc c'est ça le scandale. Et ça, c'est quelque chose qui ne concerne pas simplement les quartiers, quoi, mais c'est dès lors que ces violences-là s'exercent et restent impunies. Voilà, c'est comment dirais-je, un nœud à partir duquel on peut comprendre énormément de choses de la société française et de notre place dans la société française. Donc voilà, donc c'est ce que j'essaye un petit peu j'argumente en ce sens dans les audiences successives. C'est ce à quoi tu penses quand tu rédiges ton article. Exactement. Quand je rédige l'article, j'essaie d'inverser les termes de l'insécurité. Les quartiers ne sont pas des quartiers en danger, des quartiers dangereux, ce sont d'abord des quartiers en danger. Voilà, y vivent des populations en danger. Donc c'est le sens. Et donc voilà, donc tout est sur la table aux audiences successives. Donc ça commence en 2014, octobre 2014. 2004. Pardon, 2004, en correctionnel. Donc je suis relaxé. Je suis relaxé 3 semaines plus tard. Et 48 heures plus tard, le ministère de l'Intérieur fait appel. 2 ans plus tard, en 2006, donc il y avait Isnogoud qui faisait... c'est ça ? Lui ou un autre, je ne sais pas, j'étais pas dans le secret des dieux, mais il y avait manifestement quelqu'un au ministère de l'Intérieur qui était chargé de remettre 10 francs ou 1 euro dans la machine pour que ça reparte. Il y avait quelqu'un qui était sur notre dossier. Après, c'est là, penser que Sarkozy, avec ça à foutre, il ne faut pas le croire. Que, voilà, sa priorité, c'était le dossier de la rumeur. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il y avait quelqu'un qu'on n'a jamais vu, dont on ne connaît pas le visage, qui était, qui était extrêmement procédurier et qui était vraiment sur nos côtes. Et donc 2006, premier appel devant la 11e chambre de la Cour d'appel de Paris. Donc, pour être clair pour tout le monde, appel du ministère de l'Intérieur qui fait appel contre cette décision qui te relaxait, quoi. Voilà. Et donc le nouveau jugement devant la Cour d'appel, là c'était un petit peu plus tendu, mais néanmoins la Cour d'appel me relaxe à nouveau. Le ministère de l'Intérieur se pourvoit en cassation. Donc cassation, c'est le dossier atterrit devant la plus haute juridiction de France. Donc il y a la Cour de cassation et le Conseil d'État, et au-dessus il n'y a rien. Donc 2007, Nicolas Sarkozy vient d'être élu. 2007, juin 2007, la Cour de cassation casse ma double relaxe, casse la relaxe, sur des motifs qui étaient extrêmement douteux, quoi. Normalement, elle aurait dû se borner à juger le dossier sur la forme et non pas sur le fond. Or, l'affaire est rejugée sur le fond en cassation. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à imposer comme argument alors pour casser ces 2 jugements? C'est vraiment à tirer par les cheveux. Et l'affaire commence au sein du petit landerneau de la magistrature à faire un peu de bruit, parce que c'est extrêmement rare et qu'une affaire qui relevait à l'époque du droit de la presse se retrouve en cassation après 2 relaxes et que la cassation ne suive pas l'avis des 2 premières cours.
Donc, on se retrouve. Donc, l'affaire est renvoyée en appel. Excusez-moi, c'est peut-être un peu fastidieux, mais disons, on va les chrono. Donc il y a eu déjà 3 jugements et c'est le 4e qui va arriver. Voilà, c'est ça le 4e arrive. Il y en devant, a 5 en tout. retour, donc renvoi en appel devant la 8e chambre de la Cour d'appel de Versailles en 2008. Et là, je suis relaxé. Et là, le ministère de l'Intérieur se repourvoit en cassation. Et là, donc, tu me disais que ça, c'était absolument inédit. On n'a oui, pas vu ça. Voilà. Là, c'est dans les archives du droit de la presse. C'est très important. Il n'y a jamais une affaire relevant du droit de la presse n'a été examinée à 2 reprises par la Cour de cassation. On a fait des recherches dans les archives judiciaires avec notre avocat, Maître Tricot. Donc peut-être que des choses nous ont échappé, quoi. Mais en tous les cas, même dans des périodes d'exception historiques un peu particulières comme l'affaire Dreyfus sous Vichy ou pendant la guerre d'Algérie, c'est extrêmement rare. C'est la promulgation du droit de la presse qui a eu lieu au fin 19e, voilà, c'est depuis 1881. Donc on se dit super, enfin, d'une certaine façon, voilà, on n'en demandait pas tant pour un groupe hardcore et underground. Voilà, là, on a un bon os en rongé. Et maintenant, tu le vends combien Non, c'est comme la Joconde. C'est un collector. C'est inestimable. Il y en a qui l'a touché à 5 € au plus, là, qui était là. Voilà, et donc ça, c'est un peu notre canevas, si vous voulez, des années 2000. Voilà. Et donc quand même, il y a donc un dernier rendez-vous avec la justice. En 2010. Donc, à la fin tu disais sur Sarkozy finissant. Voilà, donc l'ère sarkozyste un peu finissante. Donc devant ça fait un peu trembler la chambre criminelle de la Cour de cassation. Donc c'est l'ensemble des cours des chambres de la Cour de cassation qui vont statuer sur mon petit article. Donc c'est l'aristocratie de la magistrature. Et la chambre le plafond était somptueux avec des dorures, des scènes de la Bible ou je ne sais quoi. J'étais chez Salomon. Et donc le greffier a lu des passages de l'article dont j'entendais mes mots résonner. Voilà, c'était super. C'est l'Académie française pour toi. Et en soi, c'était une victoire. J'aurais pu être condamné dernière. Je rentrais chez moi avec la Coupe du Monde. J'étais heureux. Et donc, voilà, on va dire que la Cour de casse met fin à l'histoire, voilà, en me relaxant définitivement. Et il y a eu de la presse là, parce que je me rappelle. Il y a eu de la presse tout du long. Mais l'accueil, et c'est aussi à cette période-là qu'on a un petit peu changé de braquet et qu'on a accepté d'aller dans les médias ou sur des plateaux de télévision pour défendre notre affaire. Bon, c'était à chaque fois assez hostile. Donc on a essayé justement de faire du feu avec ça. On a essayé de s'adosser à la censure pour ne surtout pas disparaître et aussi on n'a pas cessé de se poser la question, si vous voulez, de comment adapter le mieux possible une stratégie, non seulement pour continuer à créer, mais pour se renforcer de ces bâtons dans les roues. Il fallait en faire un tremplin. Voilà. Pour se défendre. Il y a aussi, en opposition aussi, il y avait, durant les années 2000, un certain nombre d'affaires aussi qui étaient... il y avait cette volonté, en tout cas, de la part d'un certain nombre de groupes de rap, de créer des espèces de baudruches sous des... je vais dire... sur la base d'attaques souvent qui n'en étaient vraiment pas. Voilà, un journaliste qui s'en prend à un rappeur, le rappeur il allait à la télé pour pleurer en disant qu'il était victime de la censure. Il y a un certain nombre de groupes qui se sont fait attaquer aussi par des parlementaires. On ne parle pas de la police, hein, de parlementaires. Il y en a un qui s'appelait Gros Didier d'ailleurs, qui avait sorti une liste de rappeurs en reprenant à l'Assemblée nationale des textes de lunatiques, de machin et tout. C'était assez drôle. Et il disait en gros razzia sur ces groupes de rap, il faut les envoyer au tribunal. Ça n'a absolument pas été suivi des faits. Et il y a eu l'attitude de certains groupes qui sont par ailleurs charmants, je veux dire, qu'on connaît humainement, mais sous les conseils de leur maison de disques, de faire amende honorable dans les médias, d'aller dire non, mais en fait on a écrit ça, mais on était jeunes, on le pensait pas vraiment, pardon, excusez-nous quoi. Nous c'était pas notre attitude. En 2002, avec Amé, on se retrouve dans l'émission Tout le monde en parle, qui était l'émission, entre guillemets, qui faisait 3 millions d'auditeurs par soir. Au début, ils nous proposent d'y aller, on refuse.
Voilà, Ardisson, il fait comment dirais-je, il envoie des signaux à notre maison de disques, on veut absolument les recevoir parce que. On dit bon, bah, avec Amé, finalement, on décide sous les conseils de Tania, notre attachée de presse et manageuse, on dit bon, on va y aller, on va tenter ce coup-là. C'est que c'est simple, soit on se libère ou soit on s'enterre. De toute façon, parce que quand tu arrives devant 3 millions de personnes et tu as à te justifier d'une affaire où tu sais que Sarkozy il a 90% d'opinion favorable dans les sondages et toi tu as une petite marge de 10% pour faire dire attendez, voilà, il y a des policiers qui tuent dans les quartiers, ce serait bien aussi de le dire. Tu sais que de toute façon, le rapport de force, il est complètement inversé. Et donc, on décide d'y aller et on va donc à cette émission. Et au moment où on attend dans les loges, Tania nous dit qu'on passe à 10h30, on regarde nos montres, et à 10h30, toujours rien, et on regarde, et Malek Bouti arrive sur le plateau. On n'était pas au courant. Donc on avait, avec Amé, on se dit, attends, lui, on peut employer de Skyrock, fondateur de SOS Racisme, bref, et puis surtout porte-voix de la ligne la plus hostile de gauche sur les quartiers. Faudra que vous précisiez votre point de vue sur SOS Racisme. On l'a précisé justement dans cette émission et on l'a mis sous la table. Je vous invite à regarder. Aujourd'hui, c'est une interview qui est extrêmement partagée, en tout cas dans les médias. On était jeunes et on avait des abdos aussi à l'époque. Et donc, et on se retrouve ça. Donc, traquenard à la Ardisson, dont il est coutumier. Sauf qu'on arrive remonté comme sur des ressorts, surtout à Mai, et le mec, on le démonte en 10. Voilà, on le met en pièces, SOS Racisme, Skyrock, et quelque part, on fait passer notre message. Donc, en plus, ce qui est marrant, c'est que moi, je l'ai recroisé un peu après, quand j'étais étudiant, mais bref. Et là, on marque un gros coup, parce que le rap... les dernières fois qu'on avait entendu parler, on avait entendu des groupes de rap un peu, je veux dire, proposer quelque chose dans l'attitude qui était autre qu'en gros on écrit des textes méchants, mais quand on arrive à la télé, on est des 12 agneaux et on est des artistes comme tout le monde. Ça remontait de Ministère Hammer avec Kenzie, et puis les premières apparitions télé d'NTM où Joe Star et Cool Chain, ils en envoyaient quand même, et voilà. Et puis après, il y a eu un ventre mou pendant 10 ans, et nous, on est arrivé dans ce contexte-là, et c'est vrai que ça a créé quelque chose, quoi. On peut dire que c'est la différence entre la variété et les auteurs. Là, c'était clair. Là, il n'y avait pas il y avait aucune analogie à faire. C'était, on est sorti du bois, on a porté une parole, et puis après, ça a eu un impact, évidemment. Même si c'était pas délibéré, le lendemain, il n'y avait plus de disques à la Fnac. La maison de disques reparlait de prolongement sur 2-3 albums derrière. Il y avait quelque chose, mais d'un côté, il fallait qu'elle préserve ses intérêts vis-à-vis de Skyrock. Soit dit en passant, depuis 2002, j'ai pas encore, on est presque 20 ans plus tard, entendu encore des rappeurs sur des émissions de grande audience frapper sur Skyrock. Tu peux le faire sur Internet, hein. Bon, voilà, ça n'a pas vraiment le même impact, mais aller à la télé et dire que ce média-là, c'est de la merde et qu'il a conduit un certain nombre de jeunes, dans des voies d'impasse, on y reviendra tout à l'heure, c'est autre chose. Donc nous, on l'a assumé, ce truc-là. Puis après, voilà, il est évident qu'on a eu des ennemis clairs et déclarés en face de nous qui, à chaque fois qu'on allait sur un plateau télé, on savait que ça allait être la guerre. Ça s'est moins bien passé chez Fogiel. Alors lui, il est arrivé, il a commencé à nous ressortir des textes. Il y avait Daniel Evenouk, Chabrol, je ne sais plus qui, Danny Boone qui était à côté. Les mecs qui nous regardaient comme ça, ils étaient hallucinés. Et à chaque fois, il y avait du fight. Comme quoi, Amé, il était allé à un moment... mais du fight, mais aussi de la gouaille, aussi de, comment dirais-je, notre part de répartie. À un moment, Amé, il se retrouve sur un plateau télé avec un policier. Il nous appelle pour commenter le clip d'un mec de Strasbourg qu'on connaissait, qui fait un clip odieux. Voilà, où il met des balayettes à des flics, il renverse de l'alcool dessus, et ils nous invitent dans une émission, ils nous mettent ce clip. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On peut évidemment pas être d'accord avec ce qui est dit. Je veux dire, nous, on voit une autre altitude, et on a d'autres choses à revendiquer. Et donc, tu as le flic qui commence à y aller.
Et Ahmed lui dit, mais bon, d'à côté, vous savez, voilà, ces messieurs-là que vous voyez dans le clip, c'est ce qu'on appelle des figurants. Ils ont pris 120 euros, on leur a mis des costards. Voilà, c'est aussi de la fiction. Et tout le temps, il fallait quelque part soit consentir par l'humour ou soit par quelque chose de plus frontal, mais le contexte était agressif. Voilà, tout le temps. Et justement, comme le temps passe et que c'est important qu'on puisse avoir une discussion, je pense que ce serait pas mal que vous abordiez peut-être ensemble. Vous avez 25 ans, votre premier album en tant que La Rumeur, un premier album important avec un label. Il y a cette affaire qui démarre, qui va durer jusqu'à vos 35 ans. Vous avez des gamins à 35 ans. Enfin, 39 ans. Là, je ne te parle pas de maintenant. Hein. Et en fait, vous avez réussi néanmoins à mener votre travail artistique, on va dire. Et si j'ai bien compris, enfin c'est ce qu'on s'est raconté, et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que vous êtes dans cette adversité-là, mais cette adversité-là, elle vous pousse à votre propre cohérence, même cohérence d'écriture sur l'article, dans vos textes et dans votre attitude, la manière de concevoir le hip-hop. Et finalement, c'est pas grâce à ce procès, parce que ça serait complètement dingue de dire ça, mais finalement, il y a une pas radicalisation, parce que ça c'est un mot qui est devenu un petit peu autonome, mais il y a parce qu'on emploie souvent dans le travail artistique, mais cette contrainte a été, disons, importante dans votre devenir et la manière dont vous concevez votre travail d'artiste au sens large du terme. Oui. Je peux dire ça comme ça ? Ouais, on peut pas le dire mal comme que ça. vous développiez ça un peu avec vous. Alors, je sais plus de qui est cette citation, mais quelqu'un a dit c'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Je me demande si, à chaque fois qu'on a eu un obstacle, une entrave à ce qu'on puisse exercer notre travail et nos créations assez librement, on a soit changé de chemin, ou on a contourné l'obstacle, ou on a imaginé des choses pour s'y adosser, pour prendre appui dessus. Ça fait partie. Le chemin, c'est ça. Le chemin, c'est ce qui est en travers de ta route. C'est un obstacle. Il ne faut pas prendre peur face aux obstacles. C'est la vie. C'est organique, quoi. Et donc, à partir de là, de façon très régulière, on est extrêmement bavard entre nous, on commande beaucoup, on analyse beaucoup ce qui se passe au moment où ça se passe. Mais on en parlait tout à l'heure dans les loges, justement, on produit comme ça de l'analyse, du discours, on se pose des milliards de questions, mais pour trouver des solutions. C'est pas du verbiage ou de la palabre vaine, c'est pour trouver des solutions. Donc on a besoin comme ça de purger un petit peu et de débriefer en permanence. Et donc comment on va... voilà, il y a un mur, qu'est-ce qu'on fait ? On passe en dessous, on le contourne, on passe au-dessus, on le casse. Et cette situation et ce procès, ces ennuis judiciaires, on les a très vite intégrés à nos logiciels. La double censure, celle du ministère de l'Intérieur et de Skyrock, celle du ministère de l'Intérieur, c'était des rendez-vous réguliers devant les tribunaux. Donc il a fallu, comment dirais-je, se familiariser assez vite avec le droit, voilà, et voir quelles étaient nos marges de manœuvre et comment on crée une ligne de défense et quelle ligne de défense créer. Et puis par ailleurs, comment faire vivre la rumeur. Bon, les réseaux du rap sont truffés et achetés par Skyrock. Donc on va explorer les réseaux du rock, les réseaux du reggae, et on a contourné, si vous voulez, le monopole de Skyrock en passant par et en se créant notre propre réseau. Votre propre label, vous êtes sorti de EMI, non ? Exactement, et notre propre label. Disons que c'est vrai que la première des conséquences, pour rebondir sur ce que disait très justement Ahmed, ça a été l'été économique. Parce que c'est bien aujourd'hui comment dirais-je, on est là aujourd'hui dans le commentaire de notre procès et et dans l'histoire qu'il charrie et toutes les questions qu'il soulève, mais il fallait qu'on mange. On était des étudiants précaires parce qu'on pouvait pas faire autre chose. Au fait, en gros, on était aussi extrêmement surveillés et il fallait qu'on mange tout simplement. Donc, au bout d'un moment,
Il y a des salles de concert qui annulaient purement et simplement des festivals qui ne se positionnaient pas. Il y avait un effet de censure qui allait au-delà de la question de Skyrock, et dû à nos apparitions télé et tout. Mais comment dirais-je, ça a créé, déjà une volonté quelque part d'être souverain. La première de nos masters, voilà, d'être propriétaire de nos bandes et propriétaire de notre propre pétrole. Voilà. Donc on a structuré notre label très tôt, on a monté notre première société, on avait 25 ans, donc peu après le procès. Et puis surtout, voilà, ce que disait Amé, c'est qu'on voilà, on a réussi à se créer notre public et à se créer une identité en contournant les SMAC et les grosses salles achetées par Skyrock. SMAC, c'est quoi les SMAC? Comment on dit, c'est un réseau de salles conventionné. Il se trouve qu'on a fait la première partie de Noir Désir aussi. On a fait leurs 2 zéniths de leur dernier album, Des Visages, des Figures. Ils nous ont invités 3 concerts avec eux, où c'était quand même, ils étaient au firmament de la popularité. Voilà. Donc on se retrouve à faire un zénith à Rouen devant 7000 personnes. Après on fait Paris. Ça s'est très très bien passé d'ailleurs. Rouen, ça s'était mal passé, pour être franc. Les mecs, ils nous ont viré avec nos platines, tu vois, avec nos micros. On a commencé ça a commencé à se prendre la tête avec le public. Ensuite, il y a eu Paris où ça s'est très très bien passé. On est parti sur les standing ovations. Et puis après, il y a eu le festival un autre festival au Muro, où là carrément c'était à l'époque Bertrand Cantat qui était venu et qui nous avait présenté. Et les gens, ils ont vraiment été extrêmement actifs. Après, il y a eu cette sinistre affaire. Qui a fait que de toute façon on n'avait pas d'autre choix que de dire de couper les ponts. En gros, on a déjà suffisamment de problèmes, on n'a pas envie de se coller ça encore sur le dos. Donc voilà, chacun fait sa route. Encore un mur. Et voilà, encore un mur. Hein, voilà, encore un mur. Et puis voilà, et puis on a continué à travailler. Est-ce que je me trompe, mais est-ce que c'est pendant le procès que vous en arrivez à la conclusion que vous devez reprendre vos études chacun l'un et l'autre, ou c'était avant ça? Non, tout ça avait commencé depuis 5 ans. Il y avait à un moment, il y avait la nécessité de faire entrer un peu d'air frais et puis de parachever nos cycles universitaires. Moi, il me manquait. On a ressenti ce besoin-là en même temps. Donc c'est de 2007 à 2008. Donc en plein procès. Toi, tu pars aux États-Unis, donc tu termines tes études et puis tu fais une école de cinéma pendant une année à New York. Et toi, tu termines tes études et tu rentres à Sciences Po, c'est ça, c'est correct? En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Moi, je vois un lien, mais peut-être que je me trompe, il y a un lien entre cette adversité contrôlable par un changement d'attitude, comme des samouraïs qui s'affinent. Vous êtes des samouraïs à ce moment-là? Ce qui ne te tue pas t'endurcit ou te rend plus fort. Donc il est évident que, comment dire, déjà... Je dis ça aussi pour nos visiteurs là-haut. Non, mais au fait, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, moi, il y a un truc que je détestais dans les maisons de disques, voilà, c'est d'avoir des directeurs de projet qui te considèrent comme un produit, mais qui ne te le disent pas en tant que tel, qui ont tous fait des parcours universitaires, qui ont tous, des diplômes, qui savent tous écrire des mails sans faute d'orthographe. Et la façon dont ils apprennent les artistes, c'est tout simplement des produits et de la chair à canon. Donc en gros, ne réfléchis pas, ne pense pas, on s'occupe de tout. Et ça a été vite désagréable. Et la première question que je posais justement à ces types, c'est de leur demander qu'est-ce qu'ils avaient fait comme études. Et au bout d'un moment, tu te fais un complexe. Il dit ouais, mais non, mais les études, c'est pas grave. Tu sais, voilà, aujourd'hui, tu as de la chance d'être artiste. Mais quelle chance d'être artiste? C'est-à-dire que si demain, je vends 0,10, toi, tu garderas ton boulot et moi, je me retrouverai dans une situation précaire. Donc ça a été un élément, quelque part, qui nous a stimulés. Et puis après, que Amé, sorte voilà, encore une fois, hein, il a été pris sur la base de son dossier qui était excellent. Il n'avait pas les moyens d'aller à New York et d'étudier. C'était juste que parce que la Sorbonne considérait que c'était le meilleur représentant de France, en tout cas pour aller représenter une idée du cinéma dans l'université la plus cotée, du monde, qui est la Teach University, où on a eu l'occasion d'aller présenter un film là-bas et à regarder un réseau. Et moi, je suis rentré en Sciences Po par le concours. J'ai pas eu le truc de la diversité ou je sais pas quoi, où en gros, bon, vas-y, rentre, ça n'existait pas fais encore, pas trop de bruit, mets-toi à côté, et puis, voilà, non. Et donc, c'est tout simplement parce que le poids, il fallait qu'on se défende, au fait. Nous, par contre, s'il y a un truc qu'on peut pas nous enlever à la rumeur, c'est que on n'a pas.
voilà, il y avait quelque chose qui revenait de beaucoup plus loin. Alors c'est peut-être, on a puisé dans l'histoire de nos parents, dans l'histoire de la colonisation, dans l'histoire du néocolonialisme. Moi, j'ai des gens au sein de ma famille qui sont morts pour leurs idées. Voilà, qui sont Amé, du côté de son père, il y a la guerre d'Algérie, il y a le sud de la France, il y a les ratonnades, il y a tout ça. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce que vous allez nous opposer en face? On n'a pas peur, voilà, et on va y aller à fond. Et on y allait à fond. Et c'est ce qui a fait que quelque part, aujourd'hui, qu'on s'était dit, si on allait à l'école, Philippe aussi a repris ses études. Voilà, aujourd'hui, il est bac+5, il est diplômé de Dauphine. Amé, moi et Philippe, notre truc, c'est qu'on ne veut pas être comme les autres, on ne fera pas comme les autres. Voilà. Si quelque part ça doit nous permettre quelque part d'être pris au sérieux, eh ben on ira au plus haut. Voilà. Moi, quand je vous ai rencontré il y a 3 ans, donc vous sortiez de ça et vous étiez déjà finalement en train de, je dis pas recueillir les fruits de ce mouvement, parce qu'en fait c'est encore plus de combats, encore plus d'énergie. En ce moment d'ailleurs, vous êtes complètement pris par la sortie d'un film qui n'est pas votre film, mais peut-être pas trop longtemps. Non, mais je veux dire, vous, en tant que producteur, donc vous êtes aussi maintenant producteur de cinéma pour d'autres réalisateurs. Vous avez produit vous-même votre long métrage. En fait, finalement, cette attitude que vous aviez quand vous étiez gamin d'underground contre-culture, par ce combat, par votre travail, on n'a pas parlé de votre carrière, de vos disques, vos concerts présupposés connus, mais finalement, ça serait pas mal que pas trop longtemps, vous nous racontiez un petit peu comment, à la quarantaine, tout ça est en train de s'agrandir. Alors, il y a un des enseignements de la décennie, de cette décennie de censure, c'est qu'il faut s'efforcer d'être là où on ne nous attend pas forcément, et puis il faut continuer à rester mobile, hein, un peu comme Mohamed Ali. Voilà, il faut continuer à rester mobile et à tourner autour de notre cible. Et il ne faut pas oublier de se former. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on prend extrêmement au sérieux. Et on n'insulte pas l'intelligence des gens. Voilà. Ce qui sort de l'usine La Rumeur, de nos sociétés de production, on s'adresse à leur tête et à leur cœur. Et on essaie d'aller à l'os. Et on essaie de... Voilà, enfin, je vous laisserai juge, mais on a cet effort de sincérité. Et c'est ce qui nous a écartés de tous les plans de carrière que les maisons de disques, qu'un tel ou un tel, X ou Y, sur notre trajectoire nous ont proposé. Et donc on avait un projet, mais qu'on caressait comme ça, mais dès les débuts de La Rumeur, c'était d'adjoindre à la musique le texte, l'image, et de formaliser ça de façon de créer notre propre outil, nos propres structures de production, et d'être maître et souverain de nos finances. Donc c'est savoir aller chercher de l'argent, prendre la question de l'argent au sérieux, de la déléguer à personne, ça c'est très important. C'est le prix de notre indépendance. Et deuxièmement, c'est cultiver ce talent, le talent où c'est travailler. Il y a pas on ne croit pas au génie ou au talent spontané. Il y a naturellement peut-être des prédispositions, mais si ce n'est pas cultivé, si ce n'est pas par un travail acharné, on est vraiment des bêtes de travail. En fait, pour tout vous dire, pour préparer ce débat, c'était il y a une année, comme je vous disais. Déjà, de trouver un moment où ils ont un petit moment pour qu'on en parle, c'est pas toujours facile parce qu'ils ont justement la sortie d'un film ou la préparation d'un autre. Ou vous aviez, autour du Carnaval de Venise, sauvé justement un film que vous coproduisiez pour en prendre entièrement la production. La Mostra, oui. Le Carnaval de Venise. Carnaval, c'est Rio. La Mostra, c'est peut-être pas si faux, mais... mais on va pas dire ça. Mais ce qui est très frappant, c'est que, et j'aime beaucoup ça avec vous, c'est que si on va, ne serait-ce que dans un premier temps, se voir pour parler du principe peut-être dans une année, un rendez-vous comme celui-là, on va parler tout l'après-midi. Et ça va déposer. Enfin, je veux dire, vous avez cette attitude pour tout, quoi. Mais nous, de toute façon, on a toujours considéré notre public comme une élite, au fait. Les gens qui nous parlent sur Facebook, la plupart du temps, c'est des gens... là, je reçois encore un mail. Voilà, je vis au Canada, j'ai un mémoire. Je t'envoie des questions. Est-ce que tu peux y répondre? Bien sûr que je vais y répondre. Voilà, c'est toujours des messages extrêmement respectueux.
Voilà, c'est des gens divers et variés. Voilà, il n'y a pas de notion de race, de religion. On n'est pas dans ces conneries, nous. Voilà, jamais voilà, on est avec les gens. Voilà. Et donc ça, c'est un premier point. C'est que c'est pas avoir une autre idée de soi-même. C'est qu'on a justement, on a le sentiment que ce qu'on fait, je veux dire, ça appartient, voilà, on est au domaine de l'exigence, et les gens quelque part qui sont réceptifs en face le sont tout autant. Donc, et puis après. Il y a aussi une question voilà, qui nous vaut aussi un certain nombre d'inimitiés de la part de gens, comment dirais-je, qui, je veux dire, ne gardent que le caractère, on va dire, révolutionnaire, je veux dire, va-t-en-guerre de certains de nos morceaux. Voilà, c'est en gros, moi il m'est arrivé de discuter à la fin de concert avec des gens, ils disent oui mais voilà vous avez des morceaux comme Qui ça étonne encore, mais d'un autre côté, je veux dire, voilà, c'est des gens qui peuvent nous reprocher de venir parler au théâtre du Rond-Point, ou je veux dire de parler à la télé, mais on a envie de lui dire, mais et à ça, on a toujours été clair dès le début, nous on fait ça, la question de l'argent elle est au centre, on n'a pas du tout de complexe par rapport à ça, ou bien sinon il faut écouter autre chose. Il faut écouter de la musique alternative, je veux dire, d'Asset, ou tu vois ce que je veux dire. Nous, non, on n'a pas de problème à se dire qu'on est là pour faire de l'argent, voilà, beaucoup, et puis aussi pour pouvoir créer des conditions, je veux dire, à d'autres et pour d'autres, de les accompagner dans leur indépendance. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'on y arrivera même complètement ? Si au rond-point, vous n'êtes jamais fait beaucoup d'argent. Hein, non, mais voilà, on ne fait pas, je veux dire, évidemment, quand on dit de l'argent, on n'est pas, comment dirais-je, il y a argent et argent. On n'est pas là pour, comment dirais-je, c'est pas de l'argent d'une Porsche et d'une Ferrari, tu vois. C'est vraiment réussir à créer de la plus-value économique pour pouvoir la réinvestir dans des contenus qui, on espère, resteront. Voilà. Alors, si vous êtes d'accord, en fait, on aurait pu parler encore pendant un quart d'heure. C'était prévu de ce moment dans lequel vous êtes, où vous comprenez que vous devez arriver à une indépendance économique pour pouvoir avancer dans vos projets. C'est le besoin de révolte qui est votre principale source d'inspiration? Les deux, notre besoin de révolte et notre besoin de vivre, tout simplement. Alors, d'accord. Mais si vous n'aviez pas ce sentiment de révolte, vous n'auriez pas la réussite que vous permet de vivre. Absolument. C'est clair. Alors, c'est vrai. Ceux qui réussissent et qui n'ont pas de révolte, comment est-ce qu'on explique ? Ah ben, j'ai envie de vous dire, moi je ne me l'explique pas parce que notre trajectoire s'est conçue finalement aux antipodes de ce schéma-là. Mais ceux qui ont réussi sans révolte, c'est souvent, comment dirais-je, des produits de la reproduction sociale et de l'entre-soi, qui existent dans tous les milieux. On voit dans la politique, dans le cinéma, dans la musique. Dans la musique, quoi que ça commence à être un peu plus dur. Voilà. Mais en tout cas, dans le cinéma, la politique, l'industrie, ce genre de choses, voilà. Bon, nous, le moteur de notre réussite, c'est quelque chose c'est un feu, en tout cas ardent, qu'on a en nous, quoi. Le moteur de la réussite. Ouais, c'est une révolte, comme vous dites, quoi. Vous trouvez que c'est synonyme ? Bah oui. Ah ouais. Ah ouais. Alors comment expliquer ceux qui n'ont pas de révolte et qui réussissent ? C'est ce que je vous dis, c'est pour moi quelqu'un qui n'a pas de révolte et qui réussit. Non, mais quelqu'un qui n'a pas de révolte et qui réussit. C'est quelqu'un, déjà, qui dans son parcours, au moins se targuer d'une chose, c'est d'avoir réussi. Après, on ne peut pas forcément calquer tout le monde sur notre modèle. Voilà, nous, on cumule, on va dire. Tu as des gens qui n'ont pas besoin de cumuler et qui réussissent, grand bien leur face. Voilà, nous, comme on s'est efforcé de vous l'expliquer depuis bientôt 1h30, il y a quelque chose qui après révolte, oui, bien sûr, de quelque chose de frontal, en tout cas qui sommeille en nous et qui est un moteur, en tout cas, pour aller plus loin. J'ai répondu à votre question ? Merci, monsieur. Quand vous dites... Vas-y. Quand vous dites que votre objectif, c'est de renouer les origines contestataires du hip-hop, vous voulez dire quoi par là ? On veut dire que quand on avait ton âge,
et qu'on a découvert cette musique, il y a quelque chose qui nous a frappé et qui nous a donné envie d'en faire, et qui, au fil du temps, a un petit peu disparu, s'est un petit peu évaporé. Et nous, on veut renouer avec ce qui nous a plu aux origines de notre rencontre avec le hip-hop. Et c'est quelque chose qu'on a pris un peu au pied de la lettre. Les origines contestataires, c'est qu'il y avait une défiance à l'origine dans le hip-hop, qui peut exister encore aujourd'hui, mais de façon un peu plus en pointillé. Et donc on voulait renouer avec ça, parce qu'on voulait renouer aussi avec, avec nos propres origines historiques. Parce que dans le rap, il y a tout ça, quoi. Certes, ça appartient aux Afro-Américains et aux Latino-Américains, mais qui sont un petit peu le pendant de ce que des personnes comme nous peuvent représenter en Europe. Comment dire, la première fois qu'on a la possibilité de faire un disque, c'est le temps d'un morceau, 3 minutes 30, mais chaque seconde est surexploitée. C'est-à-dire que chaque seconde, on injecte un maximum de sens et on essaie on livre des textes denses et riches. Voilà, parce qu'on a accès à la parole pour la première fois, et donc il faut aller tout de suite à l'essentiel et préserver ce qu'il y a de plus fort dans le hip-hop. Nous, les groupes qui nous ont enfantés à l'époque, évidemment, vous étiez bien jeunes, mais nous, à l'époque, c'était Ministère Hammer, par exemple. Ministère Hammer, c'était leur album 95 200. Après, c'est vrai que je ne sais pas si ça cadre vraiment avec vos goûts générationnels, mais pour moi, c'est le plus beau trait de génie de l'histoire du rap français. Il y a tout dans cet album. Voilà, un morceau comme Un État à la Cité ou Je ne suis pas venu en touriste. C'est des morceaux qui racontent les années 90 comme jamais, quoi. Et puis c'est vrai que enfin bref, mais c'est tout ce que je veux pas trop. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi ma question c'est est-ce que selon vous les rapports actuels avec la police des rappeurs de la nouvelle génération sont les mêmes que les rapports de la police avec les rappeurs de votre génération? Comment dirais-je? Est-ce qu'il y a des affaires qui ont émergé ces derniers temps sur des questions sociales, on va dire, comme les rapports difficiles qui peuvent exister dans certains quartiers entre les jeunes et certains policiers? Parce que nous, on fait évidemment bien la distinction entre le fonctionnaire de police qui travaille honnêtement, comme l'enseignant, comme le chirurgien qui fait absolument très bien son travail, et puis il y a les brebis galeuses qui correspondent à peu près peut-être à 5 ou 10% de cette corporation et qui vraiment sont problématiques. On l'a vu à Marseille, là récemment d'ailleurs, je cite souvent cet exemple, où on a vu que c'était la brigade anticriminalité qui était de pâte à couffin avec les mafias locales et avec toutes les morts quelque part que ça suscite. On n'a jamais trop entendu parler de cette affaire dans les médias, mais à un moment ça commence à percer, donc c'est dire que voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il est évident que nous, dans notre génération, il y avait quelque chose, il y avait des acquis qu'aujourd'hui les jeunes n'ont pas, on va dire. On était les premiers à parler finalement avec la caisse de résonance du rap de ces questions-là. Donc c'était dit de façon beaucoup plus cash et beaucoup plus brutale. C'était le cas pour NTM, pour Ministère Hammer, mais aussi pour nous. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai pas le sentiment, mais il faut dire peut-être qu'avec l'âge, j'ai peut-être un petit peu pris un peu de recul, que ce soit la préoccupation, je veux dire, de la scène actuelle. Ça revient aux États-Unis, j'ai vu, voilà, avec des groupes aujourd'hui qui commencent à être sous l'Amérique de Trump, qui commence à avoir des paroles beaucoup plus offensives. Je pense que c'est fluctuant. Le hip-hop, il traverse comme ça les décennies cycliques. Voilà. Il traverse ces décennies comme ça avec en point d'orgue certaines questions qui prévalent et puis moins à certaines périodes.
Bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre style de production cinématographique? Est-ce que ça reste toujours dans cet esprit de révolte? Comment ça s'inscrit dans le cinéma français ou international? C'est quoi un peu votre style, spécificité? C'est du cinéma indépendant, à petit et moyen budget. C'est du cinéma, j'allais dire, à hauteur d'homme. C'est du cinéma où on a à notre actif pour l'instant 2 longs métrages, des courts métrages et un film pour la télé. Donc en l'espace de 5-6 ans, on a fait tout ça, 7 ans. Et c'est, comment dirais-je, bon, il faut prendre le temps de regarder Les Derniers Parisiens. C'est tourné à l'épaule, c'est tourné à l'énergie. On travaille, on a un esprit de troupe. On travaille avec des amis, même si on intègre des comédiens professionnels. On fait tourner beaucoup d'amateurs. Et là, on a dans Les Derniers Parisiens, notre premier long métrage, on a consacré un portrait à une artère de Paris, en l'occurrence le boulevard de Clichy-Pigalle, à travers l'histoire de 2 frangins et d'un bar. Dans le film qu'on vient de terminer de produire et qu'on a coécrit aussi par ailleurs, Lanka, c'est l'histoire de la quête un peu, tout en urgence et un petit peu désespéré d'un jeune gamin qui essaie de faire prendre en charge sa mère qui est en perte d'autonomie. Donc c'est un truc c'est une relation fils-mère. Avec beaucoup de musique, avec une part d'impro aussi, mais c'est à peu près la même facture. Donc c'est du cinéma indé à notre mesure, mais on met pas dans la bouche de nos personnages des textes de la rumeur. C'est-à-dire que la démarche est différente. Là où dans le rap on apparaît en première ligne et derrière nos micros et on oscille entre le premier et le deuxième degré. Pour réussir un film, pour réussir des personnages, pour les faire exister, pour qu'on s'y attache, pour qu'on s'identifie, il faut leur créer un ensemble de caractéristiques, il faut leur créer leur autonomie, quoi. Donc il faut s'effacer derrière l'intrigue et derrière les personnages. Il faut que les personnages existent presque sans nous. Voyez, donc c'est pas un clone de Hamé ou de Ekoué, et c'est pas les textes de la rumeur filmés. Voyez. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est que quand Hamé dit petit et moyen cinéma, ça ne veut pas forcément dire que les ambitions sont à la hauteur du budget. Voilà. Bon, après, en plus, je veux dire, c'est quand même des budgets quand même qui restent quand même indécents. Enfin, je veux dire, même on parle de films autour de plus d'1 million d'euros. Évidemment, pour le commun des mortels, c'est énorme, mais à l'échelle du cinéma, ça reste des petits films. Il s'avère que dans tous les films qu'on a produits, c'est des films qui ont touché leur public et qui se sont exportés dans le monde entier, de Tokyo à New York, à Seattle, partout, à Istanbul, à Alger, voilà, et qui ont valu un certain nombre de prix en festival. Le dernier qu'on a produit a été en sélection officielle à la Mostra de Venise. On a eu un film qui est en sélection officielle à Cannes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a dans notre cinéma, comme dans notre musique, la révolte, elle est pas, on n'est pas des militants politiques, quoi. Ça, c'est clair. On n'est pas, en haut d'une tribune en train de vous dire, à bas le capitalisme, à bas machin. Ça, c'est pas notre rôle. Il y en a qui le font très bien. Nous, on est dans autre chose. Nous, ce qu'on veut, c'est parler de nos contradictions, parler quelque part. Par exemple, il y a une question qu'on se pose, pour répondre plus précisément à votre question. Quand on écrit un scénario, la première question qu'on se pose avant de poser un personnage, c'est comment il bouffe. Voilà. Comment il bouffe? Est-ce qu'il triche quelque part pour remplir son frigo ou est-ce qu'il ne triche pas pour remplir son frigo? Voilà. Ça, c'est en ça que quelque part, on essaye de prendre la vie au plus proche de son pouls et en soi, ça fait, en tout cas, on s'inscrit vraiment dans notre projet contre-culturel, quoi. Moi, j'avais juste une question. Vous disiez que maintenant que vous produisez des films, est-ce que, et j'ai peut-être mal suivi votre carrière, est-ce que vous continuez à produire de la musique pour d'autres? Ah, de la musique pour d'autres? Non. Ouais. Non, on n'a jamais fait ça. De la musique pour d'autres? Ouais, de la musique pour d'autres. Ou produire des groupes. Non, on a aidé des groupes. Ouais, on a aidé des groupes. Mais de votre entourage. On a accompagné des groupes, mais on s'est contenté, ce qui est déjà pas mal, d'assurer la production des disques de la rumeur et des tournées de la rumeur.
On a fait beaucoup d'ateliers d'écriture, on s'est construit là-dessus. Ouais. Par exemple, Amé, moi et Philippe, on a passé quasiment le plus clair de notre vingtaine à aller faire des ateliers d'écriture partout en France, de Strasbourg jusqu'en prison. Et aujourd'hui, on a pas mal de satisfaction. Par exemple, un rappeur qui s'appelle Demi Portion, que j'ai connu il y a 15 ans, quand il avait 15 ans, que j'ai eu en atelier d'écriture, il y a à peu près 6 mois de ça, il m'envoie un texto. Malheureusement, j'ai pas pu y participer parce que j'étais en vacances, dans lequel il me disait viens, je fais mon premier Olympia. Donc on a des exemples aussi similaires à Niort, partout, avec des jeunes groupes avec qui on en reste en contact. C'est comme ça qu'on conçoit une collaboration. Après, on est un collectif de trois rappeurs, 2 DJ, et avec des projets divers et variés. Et ça nous prend déjà suffisamment de temps, quelque part, de nous assumer pleinement. Et c'est en ça qu'on ne peut pas, faire ce que vous dites. Mais là, on termine d'écrire notre prochain album. Voilà. Donc il y a un album de La Rumeur cette année. On va s'arrêter là, c'est pas mal. Prochain album pour quand ? Comme dans les émissions. Là, vite, là, il va arriver vite, il va sortir, c'est le moment de le sortir. On a fait ça que pour annoncer l'album. Non, c'est là le contexte aujourd'hui, il s'y prête. Vous savez, il y a eu, et j'en terminerai là, hein, on a écrit un album qui s'appelait Regain de tension. Je me souviens d'un article de Libération qui disait, ouais, en gros, en 2004, cet album-là, il est froid comme une émeute, c'est pas bien, voilà, les textes, ils sont pas bien, machin, truc. Novembre 2005, les émeutes, voilà, la périphérie qui brûle. Notre dernier album s'appelait Tout brûle déjà, voilà, qui est sorti en 2012. On nous avait interviewé à ce sujet dans un certain nombre d'émissions de télé. On disait pourquoi tout brûle déjà. Force est de constater qu'en 2018 et 2019, il y a quelque chose qui sent le soufre en tout cas. Donc, en tout cas, c'est dans ce contexte-là qu'on arrive. C'est depuis un certain nombre d'années qu'on n'a pas sorti d'album. Et voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et encore, on vous remercie vraiment chaleureusement et fraternellement de votre venue et de soutenir. Et merci à vous.